Bonjour, je m'appelle Céline, je suis la cofondatrice de Résilience, une communauté de patientes et patients, de familles, d'amis, d'aidants, bref, de tous ceux qui un jour ont croisé le cancer sur leur chemin. La résilience, c'est l'aptitude à se construire et à vivre en dépit de circonstances traumatiques. Alors ici, nous allons tenter de donner vie à ce concept en tendant le micro à celles et ceux qui en parlent le mieux. Pas de conseils médicaux, pas de mode d'emploi, pas d'injonction, mais plutôt une pause, une rencontre, un témoignage, une voix. Aujourd'hui, je vous invite à écouter Margot. Margot est psychologue pour enfants et adolescents, entrepreneur et mère de 3 enfants. Elle est aussi hypnothérapeute, spécialisée dans la gestion de la douleur. Quand le cancer du sein débarque dans sa vie, il devient naturellement son principal objet d'hypnose. Elle nous raconte aujourd'hui comment la soignante est devenue patiente et comment cette expérience l'a transformée. Je m'appelle Margot Bienvenue, je suis psychologue et docteur en psychologie et hypnothérapeute. J'ai 39 ans et j'ai 3 enfants qui actuellement ont 12 ans, 10 ans et 5 ans. On est en septembre 2019 et avec mon mari, on a décidé de faire un 4e enfant. Donc à ce moment-là, moi, je suis focalisée sur cette idée d'avoir un nouvel enfant. Et mon mari sent une boule dans mon sein qui ne m'inquiète pas plus que ça. Parce que j'ai 38 ans, il n'y a pas d'antécédent de cancer du sein dans ma famille. Malgré tout, je prends rendez-vous avec ma gynécologue et j'ai un rendez-vous pour décembre. Entre-temps, je tombe enceinte et je me réjouis, je suis très heureuse de cette nouvelle, mon mari aussi. Cette grossesse, elle est très désirée, elle a investi dès le départ. Arrive le jour du rendez-vous chez la gynécologue, mon mari m'accompagne, j'insiste pour qu'il vienne avec moi puisque je sens que les résultats vont pas être bons. Et effectivement, j'arrive, la gynécologue fait une tête épouvantable. Elle me fait une annonce que je reçois comme un coup de massue. On me parle de cancer du sein, ultra agressif, d'autant plus que parce que je suis jeune à ce moment-là, un cancer hormonodépendant. Donc le fait d'être enceinte fait que ce cancer, il se nourrit en fait des hormones de grossesse. Donc il prend de l'ampleur à chaque instant, chaque jour qui passe. Elle me dit qu'il faut interrompre la grossesse. Je lui demande si je vais avoir de la chimio. Elle me dit oui. Je lui dis mais est-ce que je vais perdre mes cheveux? Elle me dit oui. Donc là je m'effondre. Là je me dis mais c'est pas possible, c'est pas à moi que ça arrive. C'est une blague. Et elle commence à passer des coups de fil pour qu'on m'opère la semaine suivante. Enfin. En fait, le cauchemar, et il n'y a pas un moment où elle me dit « Mais vous savez, aujourd'hui, le cancer du sein, c'est quelque chose qu'on maîtrise bien et on a plein de moyens médicamenteux, non médicamenteux pour vous accompagner dans ce parcours-là. » Enfin, en fait, a posteriori, je comprends qu'elle a été envahie, parasitée par ses propres émotions et qu'elle n'a pas su gérer, en fait. N'empêche que cette annonce, elle a été vraiment pourrie, quoi. Entre le moment où on m'annonce ce cancer et le moment où je fais le PET scan, ce temps-là, ça a été très dur. C'est un moment où moi, je me sens mort-vivante. Je suis ni morte, ni vivante. Je suis dans un espèce d'entre-deux qui est extrêmement angoissant, qui est extrêmement désagréable. Ça donne l'impression d'avoir comme un plexiglas entre soi et le monde autour. Je me souviens que je régresse complètement, je me mets en position fétale sur mon canapé, je respire le pyjama de mon fils, le dernier. Voilà, c'est un moment où je sais pas quelle est l'étendue du cancer, j'ai très très peur, j'ai très peur. Je crois que je vais mourir en fait. Le lendemain matin, j'arrive à la clinique Saint-Jean-de-Dieu, là dans le 7e. Déjà, je suis accueillie par des secrétaires, mais extrêmement bienveillantes. Chacun de leurs mots est tout à fait juste, tout à fait à sa place. Chaque phrase est la bonne. Elles sont hyper enveloppantes, hyper sécurisantes. Enfin, on arrive dans ce service, c'est comme un cocon en fait. Et là, je vois le docteur Otmesguine
qui a réussi à nous faire sourire, même rire, parce qu'il est plein d'humour. Et en même temps très professionnel, puisqu'il m'explique que mon cancer hormonodépendant et la grossesse sont pas très compatibles et que ce serait compliqué de continuer de poursuivre cette grossesse, sachant que la chimiothérapie, on ne peut la faire qu'à 3 mois de grossesse, et encore, on serait limité aussi dans les médicaments. Et là, avec mon mari, on se dit que l'idée, c'est de survivre et de se donner toutes les chances de vivre. C'est comme ça qu'on a fait notre choix. C'était ce qu'il fallait faire pour vivre. Donc à partir de là, faut imaginer qu'on est au moment de Noël. Donc trouver un lieu pour préparer une interruption médicale de grossesse, c'est plus compliqué. Mon médecin est parti en vacances et je trouve le planning familial de Lariboisière. Là, je vois toutes ces femmes enceintes qui viennent interrompre leur grossesse, d'autres qui ont déjà des bébés dans les poussettes. Et alors que moi, je suis enceinte et que voilà, je fais une IMG et non pas une interruption volontaire de grossesse. Je le fais parce que je le veux bien, mais je le fais pour raison médicale. Et donc, là, l'équipe coordonne tout à Lariboisière et l'interruption est programmée. Et ça se fait un peu, je crois, avant le jour de l'an, entre Noël et les jours de l'an. Et ça se passe bien comme ça peut bien se passer, ces choses-là. L'interruption s'est faite, l'interruption de grossesse s'est faite. Et après, voilà, j'étais prête. J'étais prête à marcher dans la tempête, en fait. J'étais prête à avancer dans ce parcours et surtout prête à faire le PET scan, l'examen qui allait révéler l'étendue du cancer. Donc, je fais le PET scan. Et là, donc, je vois enfin le médecin qui m'annonce, un médecin sympa, qui m'annonce que c'est quand même assez localisé, qu'effectivement j'ai des ganglions sous les bras et puis au niveau du cou et du sternum, des ganglions qui ont de la maladie, qui sont atteints. Ça veut dire que le cancer avait commencé à se diffuser, mais qu'il n'était pas allé au-delà des ganglions. Donc là, aussitôt, je me sens revivre. C'est-à-dire que là, je sors de cette espèce d'état de mort vivante. Là, je me sens pleinement revivre. Et là, je me sens heureuse. Et je me dis, ok, je suis vivante et je vais le rester. Et ce soir-là, je me souviens qu'on a fait un restaurant, j'ai bu du champagne, je crois. J'ai vraiment cru, je revivais. Dans tous les cas, ces 15 jours-là, de temps en temps, quand je sens que je suis un peu happée par mon rythme de vie, qui parfois peut s'accélérer un petit peu, ou que je peux me plaindre de certaines choses, je me rappelle. Il y a une partie de moi qui me rappelle un peu à l'ordre. Et là, voilà, ça me recentre. Ça me permet de me réancrer dans l'instant présent. Donc, je vois mon oncologue, qui entre-temps rentre de vacances, qui m'explique et qui utilise une belle image. Et moi, j'adore ça, les métaphores, les images. Et il m'explique que les ganglions, c'est comme les remparts d'un château fort. Mon sein représentant le château fort. Et que, la maladie, elle est restée au niveau des remparts. Elle n'est pas allée au-delà des remparts. Et que ça, c'est extrêmement positif. Donc là, moi, j'entends... Ok, je vais guérir, je suis vivante. Et puis, donc après, j'ai commencé la chimio. J'ai fait 4 mois et demi de chimio. Et en fait, j'ai mis en place tout ce que je pouvais mettre en place pour que ça se passe le mieux possible. Donc, je faisais de l'acupuncture. On m'a dit, voilà, faut faire du sport, c'est hyper important. Je me suis mise à faire du sport. Je faisais de l'aquabike en piscine 2-3 fois par semaine. Je marchais dès que je pouvais. On m'a dit aussi, il faut boire beaucoup d'eau après la chimio. Donc, j'ai bu beaucoup d'eau. J'étais très
J'étais une patiente très compliante aussi, et puis très coopérante. Voilà. Dans tous les cas, je le faisais parce que je sentais que c'était bon pour moi. Et en fait, j'ai pas ressenti d'effet secondaire de la chimio. Une fois, j'ai eu un tout début de nausée et je me suis dit ah non, je veux pas. Et j'ai eu l'impression de pas la laisser entrer en fait, cette nausée. Et donc je l'ai plutôt bien vécu. Alors bien sûr, certaines fois, on sent un peu de lourdeur dans le corps. On sent qu'on monte les marches avec moins d'énergie. En revanche, moi j'ai compris et j'ai entendu aussi que plus on était actif, plus la fatigue s'estompait. C'est pas une fatigue qui fait que quand on se repose, on est reposé et on va mieux. C'est une fatigue qui s'estompe avec l'activité, en fait. Et ça, je l'avais bien entendu, je l'ai expérimenté, et du coup, je l'ai pas trop mal vécu, cette chimio. Maintenant, 2 semaines après, on doit m'opérer, donc avec le docteur Clough de l'Institut du Sein à Paris, qui est quelqu'un d'hyper bienveillant, qui me dit au cours d'un rendez-vous que mon traitement a très bien fonctionné, qu'il ne pouvait pas mieux marcher, et que mes enfants vont garder leur maman encore 50 ans. Donc là, beaucoup d'émotions. Je calcule en même temps dans ma tête. Je me dis, je vais vivre jusqu'à 99 ans. Ça fait beaucoup quand même. Mais je suis tellement contente. En plus, c'est quand même le chirurgien qui me le dit. Cette parole, elle est quand même gravée dans le marbre. Alors, c'est l'été, je fais ma radiothérapie tous les jours. Les choses se font de manière confortable parce que c'est pris en charge par l'État. Donc ça, on a beaucoup de chance de pouvoir bénéficier de ces services-là. Et donc ça se fait de manière confortable. Et en fait, c'est la vie qui commence à reprendre sa place. Je sens que je sors de ce parcours-là. En tout cas, que ça arrive bientôt. Je décide d'en profiter à fond. Je fais beaucoup de dépenses. Ma banquière est plutôt très compréhensive. Bon, après, je me suis calmée, mais voilà, je fais beaucoup de dépenses. Je veux faire plein de choses, voir plein d'amis. Je veux partir en vacances. Alors, au final, j'ai 10 jours de vacances. Mais voilà, j'optimise mes vacances et je profite comme j'ai jamais profité, en fait. Et j'ai gardé un peu ça, puisque voilà, les fonctions de cette maladie, de ce cancer, font aussi que maintenant, je sais que les choses, elles peuvent basculer du jour au lendemain, en fait. Que les choses sont pas si prévisibles que ça et que tout peut changer. Et que du coup, voilà, c'est maintenant que ça se passe, en fait. La vie, c'est maintenant que ça se passe et notre bonheur, c'est maintenant qu'on peut le trouver dans notre quotidien, dans les choix qu'on fait, dans la vie qu'on mène. Et ça, j'en ai vraiment conscience. Et du coup, je profite vraiment plus. Alors, c'est un peu compliqué actuellement puisqu'on est encore en pleine période de crise liée au Covid. Donc, pour voir les amis, c'est un peu plus compliqué. Mais j'ai cette rage de vivre, en fait, cette fureur de vivre. Je dirais que ce cancer, ça a été un booster de vie. Un booster de vie, vraiment. J'ai effectué ma chimiothérapie en partie pendant toute la période du premier confinement. En fait, ça se passait bien. Dans la mesure où moi, je vivais bien les choses, mes enfants étaient rassurés, il me semble, et vivaient bien aussi les choses. Alors, dès le départ, c'était important pour moi de leur expliquer et de leur dire les choses comme elles étaient. Je voulais pas cacher ni être dans les non-dits. Il faut savoir que mes enfants étaient au courant que j'avais une boule dans le sein, que j'allais faire un examen. Et d'ailleurs, quand j'ai su que j'avais un cancer du sein, ils étaient tous les 3 à la maison et je leur ai dit... et là, je leur dis, mais vous savez, la boule que maman elle a dans le sein, on sait ce que c'est. Et il y a le petit
de 4 ans qui me dit « c'est un cancer ». Donc là, je lui réponds « oui, c'est un cancer ». Mais tu sais, il y a des cancers qui se soignent bien, il y a des cancers qui se soignent moins bien. Celui-là, c'est un cancer qui se soigne bien et tu vas voir que ça va bien aller. Et à partir de là, je les ai intégrés aussi à mon parcours de soins. Ils ont été accueillis à la clinique. Ils ont été accueillis par la psychologue du service qui est venue vers moi et ils ont un atelier là-bas pour les enfants des patientes. Et donc, ils sont allés expérimenter un peu les choses. Ils se sont installés dans les fauteuils de chimio. Ils s'amusaient à les incliner dans tous les sens. Enfin, ils ont mis un bazar pas possible. En tout cas, ils sont allés voir, en fait. Ce qui fait que ils étaient dans la réalité de ce qui se passait. Et on sait que les enfants peuvent fantasmer des choses parfois bien pires que la réalité. De ce qui se passe. Donc là, ils sont allés, ils ont vu la psychologue, ils ont verbalisé. Je me souviens que le petit, il a fait un dessin, une espèce de boule, un espèce de gros gribouillis. Après, il a fait une boule, il l'a balancé. Enfin, il s'est déchargé. Ils ont exprimé plein de choses. Et puis, après, comme ils voyaient que j'allais bien et que c'était pas fin, je faisais pas semblant, en cascade, ils allaient bien. Après, j'ai réalisé aussi qu'à certains moments, qu'il fallait sans arrêt les rassurer aussi. Parce qu'un jour, mon fils me dit « tu dis que tu vas bien, mais ça se trouve, le soir dans ton lit, tu pleures. » Donc là, je me suis dit « bon, là, il faut les rassurer, faire de la réassurance à différents moments. » Et c'est vrai que d'être allé voir une psychologue à quelques moments clés, tous les 3, ils sont allés une fois, ensemble, et puis à d'autres moments ils sont allés chacun individuellement parce que je les sentais fragilisés certaines fois, et ça pouvait prendre la forme d'une agitation à l'école, le dernier qui était super excité, super agité, qui a commencé à moins bien dormir, à verbaliser, à me dire qu'il avait peur que je meure, qu'il voulait pas que je meure. Après, je sais qu'à son âge, ce sont des préoccupations morbides qui sont à leur place. Ça fait partie du développement. Après, vu ce qu'on venait de vivre, les deux mélangés, ça pouvait être compliqué. Ça pouvait être inconfortable pour lui et source de souffrance. Donc ça a été un motif de consultation, par exemple. Et en une consultation, la psychologue, elle a été super. Elle a tout de suite mis des mots sur ce qui se passait. Il a pu exprimer des choses et paf, du jour au lendemain, son maître m'a dit qu'il avait été transformé. Alors moi, mon métier de psychologue fait aussi que je suis avertie des dommages des non-dits. Voilà. Donc de base, je fonctionne comme ça. Je parle à mes enfants, j'exprime les choses, je veux pas faire de secret ou de non-dit. Alors, évidemment, toutes les choses sont pas bonnes à dire. Dans tous les cas, là, le cancer, je pouvais pas passer à côté. C'était dans l'air, de toute façon. Ça allait être là, ça allait faire partie de la vie de famille pendant plusieurs mois. La grossesse, de la même manière. Seule ma fille était avertie de cette grossesse. J'en ai parlé aux garçons. J'en ai parlé parce que cette grossesse, elle avait existé, elle a eu lieu. Et dans la mesure où on était tous au courant, que mes amis, mon entourage étaient au courant, ça me semblait aberrant, en tout cas pas pertinent de ne pas leur dire. Donc là encore, j'ai été accompagnée par des psychologues pour leur expliquer. Et puis en fait, il suffit simplement de dire les choses pour dénouer, pour détendre, et voilà, ils ont entendu, ils ont compris, ils savent que s'il y a on peut en parler librement, c'est pas un sujet tabou, c'est pas quelque chose qui est caché à la maison. Ils savent que j'ai eu de la peine, que j'ai été triste. Encore maintenant, quand je l'évoque, ça peut arriver, ils peuvent me questionner et je réponds à leurs questions, mais je suis triste aussi. Et voilà, ça fait partie aussi de la vie de famille et aussi leur transmettre l'idée que la vie n'est pas un long fleuve tranquille.
Alors, moi, je suis hypnothérapeute. C'est un outil que j'utilise dans ma profession, mais je l'utilise aussi au quotidien pour moi-même. Et c'est un outil qui m'a beaucoup accompagnée pendant ce parcours, que ce soit pour les examens médicaux, IRM, scanner, PET scan, les prises de sang, que ce soit pour la chimio, pour tous les protocoles de soins. Alors l'hypnose, ça fonctionne beaucoup avec des suggestions qu'on fait aux autres ou qu'on se fait à soi-même. Et ça fonctionne essentiellement avec des métaphores, des images, des histoires. Je m'étais imaginé mon jardin imaginaire intérieur avec une fleur, en fait, qui représente le cancer. Donc une fleur qui, sur sa tige, a une couleur pas tout à fait pareille que sur le reste, qui paraît un peu abîmée à certains endroits. Et puis une autre fleur un peu à distance qui représente l'autre sein, qui, elle, est tout à fait bien protégée. Alors, je place des petites barrières de sécurité un peu partout. Tout ce qui compose le jardin représente les autres organes, les autres parties du corps. Et tout fonctionne bien, tout est en fleurs, enfin, c'est très agréable. Et je fais vivre cette image parce qu'à chaque chimio, j'imagine le produit qui circule le long de la tige, qui circule dans toutes les parties de cette fleur et puis qui va à chaque fois venir réparer, qui va venir soigner, guérir ce qu'il y a à guérir et à réparer. Puis après les chimios, comme je bois beaucoup d'eau, j'imagine que voilà, tout le produit ensuite est évacué naturellement. Mais qu'à chaque fois, ça guérit un peu plus cette fleur. Et donc, au fur et à mesure, cette fleur, au fur et à mesure des chimios, cette fleur change de couleur, elle devient de plus en plus claire, elle va de mieux en mieux. Voilà. Et même, ça va jusqu'à faire intervenir d'autres choses dans ce jardin. Je fais vraiment vivre cette métaphore. Quand je me fais opérer, alors j'ai la chance d'avoir gardé mon sein, puisque la tumeur était super bien placée, enfin, comme ça peut être bien placé, en tout cas très accessible, ce qui fait que le chirurgien a pu vraiment aller la chercher facilement. Et même le chirurgien, dans cette métaphore, il est devenu le jardinier expert qui allait venir intervenir, retirer ce qu'il y avait à retirer, donc les petites épines sur les tiges qui représentent en fait les ganglions, qui avaient été malades à un moment donné, qui ne l'étaient plus, mais qu'il fallait malgré tout retirer. Voilà, donc j'ai vraiment fait travailler cette image et à chaque fois que je faisais un examen, IRM, scanner, échographie, mammographie, enfin, je repartais dans cette image et même après chaque chimio, en étant dedans un peu ou pas vraiment, j'étais toujours connectée, en fait, toujours en lien avec cette image qui m'a accompagnée vraiment tout au long du parcours. Et du coup, quand mon parcours s'est terminé après la radiothérapie en août 2020, c'est comme si j'avais fermé la porte de ce jardin, en fait. Comme si la porte était fermée et il n'y a que moi qui en ai la clé. Et moi, je suis partie ailleurs. L'hypnose, c'est aussi pouvoir être dans de bonnes conditions mentales, émotionnelles, psychologiques. Et on sait à quel point c'est important et c'est essentiel. Et on sait à quel point le psychisme a un impact essentiel sur le fonctionnement du corps. Et puis en venant faire cette interview-là, ce matin, j'ai imaginé que c'était comme un livre qui raconte tout ça, que j'ai rangé sur une étagère et que là, j'ai réouvert depuis tout à l'heure pour raconter, pour partager. Et ce livre, je vais le refermer et je vais le remettre à sa place. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres tomes. Et puis en même temps, j'ai envie de dire, de toute façon, on verra à ce moment-là. Si ça arrive, je m'adapterai comme je me suis adaptée la première fois. Et pour l'instant, je navigue à vue et je me concentre sur ce qui se passe aujourd'hui. Le psychisme et notre état émotionnel, psychologique, il a un rôle fondamental sur notre vécu de la maladie, du parcours de soins, des examens médicaux,
je pense aux effets indésirables de la chimiothérapie. Si on est dans de bonnes conditions émotionnelles, psychologiques, j'imagine que ça optimise le bon déroulement de cette chimio. Enfin, ça joue dans tout. D'où l'intérêt d'être super bien suivi, d'être super bien entouré. J'avais un rythme de vie assez soutenu. Et puis même de base, dans mon tempérament, je me projetais toujours beaucoup à plusieurs mois, plusieurs années, où j'avais souvent la tête en arrière vers le passé, et j'étais jamais tellement ancrée et centrée sur l'instant présent. Et je dirais qu'il y a eu plein de fonctions. Ce cancer, il a eu plein de fonctions. Il a notamment eu cette fonction de m'aider à m'ancrer, à vivre chaque jour qui passe pleinement. Dans tous les cas, j'essaie de me remettre là-dedans si parfois je sens que je pars encore dans un autre rythme. J'ai pris mon temps et du coup, ça a été hyper appréciable. J'allais chercher mes enfants à l'école. Enfin, il y a eu plein de bénéfices à tout ça. Et c'est vrai que maintenant, je prends plus le temps de profiter. Je me sens moins stressée, j'ai pris confiance en moi. Mes priorités sont plus tout à fait les mêmes. J'aborde les choses avec plus de recul. Et puis, il y a plein de choses dans la vie quotidienne que je dédramatise. Et je dirais que ça a été une expérience intime qui m'a rapprochée de moi-même aussi. Alors c'est vrai que l'idée de réaliser cette interview, pour moi, elle est très importante. Parce qu'au début de mon parcours de maladie, le fait d'échanger avec d'autres femmes qui étaient passées par là, ça m'a énormément soutenue, ça m'a beaucoup apporté. Et ça me tient à cœur de partager mon expérience. Après, c'est vrai que ma fonction de psychologue fait que là, on rentre dans la sphère intime et ça m'a questionnée quand même. Et je me demandais jusqu'où je pouvais aller. Parce que probablement que des patients vont m'entendre, m'écouter. Mais finalement, j'ai réussi à balayer ces appréhensions-là en me disant que, soignant ou pas soignant, psychologue ou pas psychologue, avant tout, on est humain, on est des êtres humains. Voilà, on a ça en commun. Et là, j'ai été une patiente. La résilience, pour moi, c'est de pouvoir se sortir, d'avoir les moyens, les ressources pour se sortir d'une situation difficile et d'en faire quelque chose, en fait. Margot est une alchimiste. Grâce à l'hypnose, elle a réussi à transformer chaque étape, chaque obstacle en levier de guérison. Mais nul besoin d'être hypnothérapeute comme Margot pour utiliser ce précieux outil. S'il est désormais reconnu que l'hypnose soulage les douleurs liées aux actes chirurgicaux ou à la chimiothérapie, on sait aussi qu'elle peut être efficace dans la gestion des effets secondaires. Des chercheurs américains ont étudié les effets de l'hypnose sur les bouffées de chaleur chez les femmes venant de vivre un cancer du sein. Après 5 semaines de séances hebdomadaires d'hypnose et l'enseignement à l'auto-hypnose, les bouffées de chaleur avaient diminué à la fois en fréquence et en intensité de près de 70%. Ces séances avaient aussi eu un effet bénéfique sur l'anxiété, la dépression et la qualité du sommeil. C'était le second épisode de Résilience. Merci à Margot de nous avoir livré ce précieux témoignage. Pour le prochain épisode, nous irons à la rencontre de Martin et j'ai hâte de vous partager son récit.